Voilà ce quand, ce que veut dire la stabilité. Maintenant, essayons de définir la Madame, pardon, réutilisabilité. je pense pas qu'il y a un problème de son. Écoute, moi je suis obligée de répondre à tous les soucis. Les gens n'ont pas les mêmes conditions peut-être que toi. C'est pas un problème, mais là, je suis obligée de répéter tout. Donc maintenant, essayons de définir la réutilisabilité. Donc la réutilisabilité, c'est quoi? C'est la possibilité ou bien la capacité et la possibilité de pouvoir réemployer des parties d'un logiciel pour développer de nouveaux logiciels, d'autres logiciels. C'est-à-dire qu'on ne réinvente pas la roue. Si quelque chose a déjà été développé, elle est utilisée autant de fois c'est possible à faire de nouveaux développements, d'autres développements. Ça cause que la programmation doit être organisée en respectant des contraintes de modularité, de composants par exemple, composants logiciels indépendants, de composants indépendants, etc. La réutilisation est un caractère et
très important prouve que le développeur prévisionnel fait et pas chaque fois déjà développé. Voilà, donc la réutilisabilité, la voici. Mais pour d'autres voilà, pour de nouvelles applications. Pour de nouvelles applications. Donc, maintenant, on passe à un autre aspect qui est celui de la maintenabilité. Passons aspect relatif à la maintenance. Donc, elle peut être comme étant la facilité, le degré de facilité. Degré, facilité, et à maintenir le logiciel. C'est-à-dire garantir la continuité de son fonctionnement. En fonctionnement. Donc, plusieurs types de maintenance, peut-être plusieurs de maintenance opérée. Donc, maintenance adaptative. La maintenance préventive. Maintenance adaptative. Maintenance corrective. Donc, nous avons adaptative. Et maintenant, adaptative.
au départ. Ça fait au départ. En début. Non. Adaptatif, donc c'est le jour. Non. Corriger des erreurs. Bug. Perspective. Donc on peut trouver, voilà, hein, c'est la maintenabilité. Maintenant, ils sont un devoir. Hein. Donc, essayons de définir maintenant. Madame, Oui. madame, s'il vous plaît, c'est quoi le tableau précédent? Je ne sais pas parce que là, je ne peux pas l'écrire. Donc, si vous m'entendez, je peux directement l'expliquer. Oui, madame, s'il vous plaît, madame, normalement, on vous entend. Regardez. Donc, dans ce tableau, qu'est-ce que ça montre? Ça montre ici les différentes étapes de développement d'un logiciel ou bien les différentes phases. Donc, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie. Donc, le cycle de vie, il commence à partir de la définition des besoins jusqu'à l'étape de maintenance. Donc, toutes ces étapes ou bien ces phases, c'est le cycle de vie de développement des logiciels, développement et exploitation des logiciels. À chaque phase de ce cycle de vie correspond une maintenance qu'il faut mettre en place. Par exemple, à la phase définition des besoins, on doit opérer une maintenance qui va nous coûter à peu près 82% de l'effort de développement global du logiciel. C'est-à-dire on va passer beaucoup de temps à maintenir le logiciel parce que au niveau, si vous voulez, au niveau du développement, au niveau de la phase définition des besoins, on retrouve beaucoup d'erreurs. Les erreurs, ils sont dues à quoi? 56% des erreurs, ils sont, si vous voulez, on les détecte à la phase de définition des besoins. 56% des erreurs détectées à la phase de définition des besoins. Pourquoi? Parce que la définition des besoins, elle est, si vous voulez, elle peut être subjective. L'utilisateur peut ne pas savoir ce qu'il veut vraiment. Donc, on va faire beaucoup de va-et-vient pour mettre en place définitivement les besoins réels qu'il veut avoir dans le logiciel. Donc, puisqu'on va tarder longtemps à bien cibler de façon définitive ces besoins, donc il y aura, au fur et à mesure, ils vont apparaître des erreurs. Et ces erreurs dans la définition des besoins vont nous obliger à faire de la maintenance. La maintenance de quoi? La maintenance des besoins. C'est-à-dire que là, n'oubliez pas, la définition des besoins, c'est notre fameux cahier de charge. Ça veut dire à chaque fois, on doit revoir ce cahier de charge, on doit le retravailler, on va supprimer certains besoins, on doit mettre à jour d'autres besoins, on va redéfinir peut-être des besoins, on va donner plus d'éclaircissement. Tout ce travail-là, et ça s'appelle de la maintenance. Ça va nous coûter beaucoup de temps de maintenance. 82 de l'effort de maintenance qui sera, si vous voulez, utilisé,
82%, ça sera dans la phase définition des besoins. Si on compare par exemple à la phase de maintenance, supposons on a développé le logiciel, on est arrivé à la phase de maintenance. Bien, la maintenance qui reste à faire, c'est juste corriger certains bugs ou bien perfectionner avec des nouvelles versions, etc. C'est à peu près 4% de l'effort global de maintenance. On ne fait pas beaucoup de maintenance par rapport au début. Par rapport au début. Par exemple, si on regarde la phase de codage ou bien la phase de programmation du logiciel, ce qu'on est en train de faire le codage, ça veut dire on va coder ce qu'on a bien, ce qu'on a mis en clair, les besoins. On va programmer les besoins réels. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Et on va programmer une certaine conception pour laquelle on a validé. Ça veut dire maintenant, il nous reste que les erreurs peut-être de programmation. Les erreurs de programmation, on pourra apporter une maintenance corrective. On corrige les erreurs, les bugs. Donc, cet effort-là, c'est juste 1% de l'effort à mettre en place en termes de maintenance. Parce que c'est juste les erreurs de programmation, hein, les petits bugs, etc. Donc, par exemple, au niveau de la conception, si on a fait une mauvaise conception et qu'il y a des failles, eh bien, la maintenance concernant cette conception, pour voir un peu cette conception, c'est à peu près 13% de l'effort global du coût de la maintenance qu'on doit fournir. On voit bien que le plus grand coût de maintenance qu'on doit mettre en place, c'est celui de la définition des besoins vient par la suite la conception. Si on fait bien ces deux étapes de démarrage, développement d'un logiciel correctement, par la suite, il n'y aura pas beaucoup d'efforts à fournir en termes de maintenance. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Par rapport, si je compare la maintenance par rapport à l'effort de développement, c'est-à-dire combien je fais en termes de développement. Par exemple, au niveau de définition de besoin, en termes de développement, 6%, par rapport à la maintenance que je dois opérer 82%. Au niveau, par exemple, en termes en termes de codage, l'effort il est de 7% par rapport au coût de maintenance qui est de 1%. Donc, si vous voulez, c'est pas un truc, si vous voulez bien, c'est pas une répartition d'un tableau qu'il faut prendre pour argent comptant. C'est juste pour vous montrer que la maintenance au départ, son coût, il est élevé par rapport à la finalité du produit. Pour vous montrer ça. Donc, et les coûts de maintenance se jouent très tôt dans le processus de développement du logiciel. Avant Madame, même d'avoir un logiciel livré, déjà vous avez déjà des soucis de maintenance à apporter. Oui. Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut dire que le coût de la maintenance il est un petit peu proportionnel au pourcentage des origines des erreurs? Oui, bien sûr, parce que plus d'erreurs, plus d'interventions de maintenance. Ça, c'est clair et net. Par exemple, ici, si je vois dans la partie codage, les origines des erreurs, quelles sont les erreurs au niveau de la partie codage, programmation? C'est juste les bugs, les erreurs de programmation. Par exemple, tu n'as pas fait, tu n'as pas fait une certaine vérification. Par exemple, une opérande elle est égale à 0, tu as fait une division. Donc ça, c'est les origines des erreurs. Ils sont bien ciblés. Ils ne sont pas très, très nombreux. Donc, ils sont liés à ta capacité de programmation. Si tu as loupé certains aspects, tu vas avoir des erreurs. Donc maintenant, l'effort de maintenance, il est proportionnel un petit peu à cette origine d'erreur. Donc 7% des erreurs, donc 1% de la maintenance. Par exemple, ici, j'ai les erreurs dans la définition des besoins. Dans la définition des besoins. Posant, il y a 56% d'erreurs dans la définition des besoins. C'est sûr que pour corriger ça, ça me demande énormément de coûts de maintenance. Donc, oui, tu l'as bien dit, c'est proportionnel. Est-ce que ce tableau, il est clair? Retenez une chose, la maintenance, c'est quelque chose qui vient très très tôt. Regardez, au début, on n'a même pas de logiciel et on parle déjà de maintenance. Définition de besoin, on n'a même pas un logiciel, on a juste un cahier de charge. Et on parle
d'ores et déjà de maintenance. Parce que ce cahier de charge, il faut l'écrire, il faut le revoir, 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 jusqu'à aboutir à une certaine version où il devient définitif. Donc tout ça, c'est la révision de ses besoins, donc c'est une maintenance qu'on doit faire. Parce que même pour définir des besoins, des fois on a peut-être besoin de développer quelques petits prototypes pour vérifier est-ce que ça va marcher dans le futur ou pas. Donc ça, c'est de la maintenance. Et un logiciel de qualité, il faut qu'il soit maintenable. C'est-à-dire que là, il faut que dans la programmation, il faut faire en sorte que plus tard, si je décide de revoir ce logiciel, je peux le maintenir facilement. C'est-à-dire qu'il ne soit pas développé en un seul bloc monolithique, si vous voulez. Il faut qu'il soit développé de façon modulaire, composants logiciels qui sont interconnectés ensemble, à faire un travail global. Et si je décide de faire une révision logiciel, je peux toujours cibler la partie de ce logiciel ou bien le composant de ce logiciel qui nécessite une certaine maintenance, ou bien pour le perfectionner, ou bien pour le supprimer s'il devient obsolète, ou bien pour mettre à jour certains paramètres. Donc il y a mille et une raisons qui interviennent sur le logiciel dans sa totalité, sur des parties de ce logiciel. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Essayons de définir maintenant la flexibilité. La flexibilité. Donc, c'est quoi? Donc, c'est la facilité avec laquelle un logiciel peut être étendu. Étendu dans quel, par exemple, donc, s'il contient 5 fonctions, ou bien 5 fonctions principales, par exemple, c'est possible d'étendre à 10, par exemple, à 10 fonctions. Ou bien, par exemple, à 8 fonctions à 10. Bon, 8 autres, ça veut dire que rajouter 5 autres fonctions de plus est simple et facile. Cela veut dire quoi? Ça veut dire le logiciel doit être programmé sous forme de modules ou de composants ou de packages. Voilà. Voici donc la flexibilité. Celle-là. Maintenant, essayons de voir un autre aspect
Un autre aspect, celui de l'interopérabilité. Interopérabilité. C'est quoi? Interopérabilité. Quoi? Donc, c'est la possibilité ou bien la facilité, ou bien la capacité qu'un logiciel à interagir avec d'autres logiciels. Par exemple, logiciel de gestion personnelle, interagir de la gestion de la paie. Ah, ils peuvent échanger des informations utiles pour l'un et pour l'autre. Informations utiles de part et d'autre. Voilà, de part et d'autre. Donc, il nous reste un dernier point. Il nous reste un dernier point, c'est celui reste c'est celui de la testabilité. C'est le degré de facilité à exécuter et tester les différentes d'un logiciel. Donc, pour cela, doit être organisé par partie à part. Tester et valider. Valider. Tac.
Donc voilà. Voilà, nous avons terminé. Deuxième. Si vous avez... Non. Pas. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Lesquelles? Et stabilité? Oui. Stabilité, lorsque tu écris un petit programme, pour pouvoir, pour savoir si ce programme fonctionne dans toutes les situations possibles. Tu dois le dérouler, tu dois l'exécuter. Supposons ce programme t'oblige à faire saisir deux données. Par exemple, supposons tu dois faire le calcul d'une moyenne. Donc, tu as deux données A et B. Tu dois calculer une certaine moyenne M. Donc, dans ton programme, qu'est-ce que tu fais? A plus B sur 2. C'est ça la moyenne. Toi, tu dois dérouler et exécuter ce petit programme. À chaque fois, tu fais entrer un jeu d'essai. Donne A égale à 5, B égale à 9, par exemple A égale à 0, B égale à 100, etc. Donc, le fait de pouvoir faire ça pour ton programme, ça veut dire que tu es en train de le tester. Est-ce qu'il fonctionne dans toutes les situations avec toutes les données? Est-ce que tu as compris? Supposons ton logiciel il est composé de... Depuis le début, il faut me cibler. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Regarde, le but de ce cours, c'était quoi? C'était de faire, de sortir avec une idée claire et nette en tête. Que lorsque je vais développer un logiciel, il ne suffit pas de développer le premier et c'est tout. Fonctionne et c'est tout. Non. Le logiciel que je développe, il doit répondre à un certain nombre de critères de qualité. Parce que maintenant, il ne suffit pas de développer pour développer. Encore faut-il que ce que tu as développé répond aux normes de qualité. Alors, il y a deux types de qualité. Des aspects de qualité du point de vue utilisateur. Pourquoi on parle de l'utilisateur? Parce que c'est lui qui va utiliser le logiciel en dernier. Donc, c'est important de voir quelles sont les choses ou bien les aspects de qualité qu'on doit lui offrir dans ce logiciel. Et il y a des contraintes ou bien des aspects de qualité du point de vue développeur. Pourquoi on parle de développeur? Parce que c'est lui qui développe le logiciel. Donc, il faut lui dire, écoute, tu ne vas pas développer comme tu veux, mais tu dois, encore faut-il ce que tu développes, il répond à certains critères de qualité. Sinon, c'est pas bon. Est-ce que tu as compris? Est-ce que le but, tu l'as compris au moins? Un peu, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je te demande de créer un logiciel. Je t'impose à ce que ce logiciel répond à un certain critère de qualité. Exemple, critère de qualité, point de vue utilisateur. On dit convivialité. Convivialité, cela veut dire que lorsque l'utilisateur va utiliser ton logiciel, il le trouve facile d'utilisation. Donc, il y a des belles interfaces, il y a des menus, il y a des couleurs,
il peut naviguer dans les différents menus du logiciel facilement. Tout ça, c'est la convivialité. Supposons que toi, tu as développé un logiciel et tu n'as pas respecté cet aspect. Ça veut dire que tu n'as pas fait d'interface, tu n'as pas fait des couleurs, il n'y a pas de boutons. Celui qui utilise ton logiciel, il se perd dans les fonctionnalités, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut cliquer, etc. C'est vrai que ça marche, ton logiciel marche, mais il ne répond pas aux critères de qualité, de convivialité. Est-ce que tu as compris au moins ça? Maintenant, par exemple, si je prends un autre critère de qualité, par exemple, supposons la réutilisabilité. La réutilisabilité, cela veut dire, c'est un critère de qualité point de vue développeur. Ça veut dire quoi? Il s'agit d'un bon développeur, il a développé quelque chose, des parties du logiciel. N'oubliez pas, le logiciel, il sera composé de parties. On va interagir ensemble. Donc, s'il y a des parties qu'il peut réemployer et utiliser dans d'autres applications futures, il devra le faire. Ça veut dire, lorsqu'il va créer une nouvelle application, il ne va pas réécrire le même code de l'application précédente dans la partie dont il a besoin. Par exemple, si dans le premier logiciel, on a un calcul de la moyenne, et dans le deuxième logiciel qu'on va faire, on doit aussi calculer la moyenne, eh bien, le développeur ne va pas refaire le développement du calcul de la moyenne. Il va ramener ce qu'il a fait dans le premier logiciel et l'utiliser dans le deuxième. C'est ce qu'on appelle, il va réutiliser la même chose. C'est ce qu'on appelle la réutilisation. La partie de code qui va lui servir dans les applications futures, il pourra toujours les ramener et les réutiliser de nouveau. Comme ça, il va réduire l'effort de développement. Au lieu qu'il développe la nouvelle application de bout en bout, non, il voit que dans cette nouvelle application, il y a des parties de code qu'il pourra réutiliser parce qu'il les a déjà fait dans l'ancien logiciel. Est-ce que tu as compris? D'autres questions? S'il y a d'autres aspects. Madame, Oui, أنا j'ai pas compris هذاك لو طابلو تاع قبل. lequel? Le tableau de la maintenabilité. Oui. Le Madame, tableau de la maintenabilité. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans toutes les phases du développement d'un logiciel, les phases de développement d'un logiciel, ce sont ceux-là. Principalement, ce sont ceux-là. Principalement, parce qu'il y a peut-être d'autres phases qui sont moins importantes. Définition des besoins, conception, codage, intégration, test et maintenance. Voici les phases de développement des logiciels. Ce qu'il faut retenir à travers ce tableau, ce n'est pas les chiffres et les détails, non. Il faut retenir une chose, que la maintenance intervient dans toutes les phases du développement de logiciels. Donc déjà, très tôt, tout à fait au départ de la réflexion même du futur logiciel, il y a de la maintenance. Par exemple, au niveau de la définition des besoins, on a besoin d'une certaine maintenance. La maintenance de quoi? La maintenance du cahier de charge, parce que les besoins qu'on va définir peuvent ne pas être clairs. Des fois, peut-être pour tester est-ce que ce besoin est faisable ou pas, on peut faire des petits prototypes de logiciels, des petits programmes juste pour tester est-ce que ça va fonctionner ou pas. Donc, cela, c'est de la maintenance qu'on est en train de faire. Donc, on est en train de faire de la maintenance au niveau même définition des besoins. Par exemple, j'arrive à la conception. Donc, j'ai fait une conception d'une maquette d'un logiciel. Donc, j'ai dessiné son schéma, etc., l'architecture, etc. Ensuite, lorsque j'ai commencé à développer, je me rends compte que cette conception n'est pas causable parce qu'il y a des aspects qui ont été mal placés ou bien mal conçus. Donc, dans ce cas-là, je suis obligée de revoir ma conception. Et l'effort pour réviser la conception, c'est une maintenance. Tout ce que je suis en train de revoir en vue de corriger, bien en vue de perfectionner, ou bien en vue d'adapter selon un besoin bien spécifique, ou bien en vue de supprimer
tout ce que je peux faire comme mise à jour dans ce que je veux, dans ce que veut le client, c'est une maintenance. Donc, et vous voyez bien que cet effort de maintenance, il est très grand au départ, il réduit au fur et à mesure. Pourquoi il est très grand ici? Parce qu'au niveau de la définition des besoins, c'est ça la difficulté du logiciel. C'est comment définir un cahier de charge définitif qui englobe les besoins réels de ce que veulent les clients. Et pour ficeler un cahier de charge, il peut demander beaucoup d'efforts de maintenance. Le revoir, le corriger, le perfectionner, revoir certaines fonctionnalités, etc. Donc tout ça, c'est un effort de maintenance. Donc maintenance, il faut la comprendre pas matérielle. La maintenance, elle est logicielle, elle est dans les besoins, dans le codage, dans tous les aspects du développement des logiciels. Cet effort de maintenance, il se réduit au fur et à mesure qu'on aboutit au final. On a abouti, par exemple, on est dans la phase de codage, dans la programmation. On voit bien que c'est 1%, parce que les seules choses qu'on va maintenir, c'est bien les erreurs de codage qui peuvent apparaître. Par exemple, on a fait une division par 0, on ne s'est pas rendu compte, on n'a pas testé l'opérande. If opérande égale à 0, donc afficher message impossible de diviser. Par exemple, on n'a pas fait ce test en termes de programmation. Donc, il y a un bug, il y a une erreur qui apparaît. Donc, on va corriger juste l'erreur. Donc, les erreurs, les maintenances qu'on va faire à ce niveau-là, c'est en termes d'effort de maintenance, ou bien le coût de maintenance, c'est nettement réduit, beaucoup plus réduit que celles qui sont fournies dans les phases antérieures. Madame, les parties importantes, on a la définition des besoins, la conception. Oui, bien Après, sûr, si tu sais exactement ce que tu veux et tu fais une bonne conception, ça y est, le tour est joué. Ça veut dire le produit final. Mais il n'est pas à 100% accepté par le client, il est dans sa majorité, 95% accepté par lui. Parce que par la suite, le client n'est jamais content, il veut toujours plus. Il veut toujours, par exemple, perfectionner certaines fonctions. Il veut peut-être, avec le temps, il va supprimer des fonctions qui sont obsolètes. Donc son besoin, il n'est pas figé pour l'éternité. Il est appelé si vous voulez, à être changé. Donc son besoin, au fur et à mesure, il change. Mais il change relativement de façon très petite par rapport aux besoins, à la définition des besoins. D'accord? Après, par exemple, lorsqu'on a utilisé Windows la toute première fois, on était tout content. Mais par la suite, au fur et à mesure qu'on a utilisé Windows avec les premières versions, on s'est rendu compte que maintenant, on a besoin d'un Windows qui nous permet de travailler en réseau. Ça veut dire que c'est un besoin en plus. Mais initialement, on était content avec le Windows. Et c'est les besoins, ils ont évolué parce qu'on a senti le besoin de communiquer avec d'autres via le réseau. Donc, dans ce cas-là, on s'est dit pourquoi ne pas installer un Windows qui permettrait le partage d'informations entre utilisateurs. Donc, on va installer ce Windows réseau. Donc, il y aura les serveurs, il y aura les clients, etc. Donc, les besoins évoluent, si vous voulez. Mais la majorité de ces besoins, ils ont initialement été définis au départ. Donc, les différentes évolutions, elles sont minimes. Donc, et du coup, la maintenance, elle est minime. La maintenance à opérer, elle est minime par rapport à celle qui devait être faite au départ. d'accord, madame, merci, j'ai compris. Voilà. D'autres questions, s'il vous plaît? De toute façon, le cours et tout le document, je vais l'envoyer. D'autres questions, s'il vous plaît? Donc, que vous m'entendez au moins? Oui, ça marche maintenant, ça marche. Très bien. Donc, écoutez, donc on est obligé de faire le cours numéro 3. Et le TD, regardez, on va faire le cours numéro 3, on va s'arrêter, et on va revenir l'après-midi pour faire un TD. Par la suite, il faut que les délégués m'envoient les groupes, les emails par groupe. Comme ça, chacun d'entre vous aura sa séance de TT à part. Comme ça, je vais prendre mieux les étudiants en charge en termes
compréhension, etc. Aujourd'hui, j'ai pas la liste. J'ai pas la liste partagée en groupe. Et la prochaine fois, j'espère que les délégués sont en train de m'entendre, pourra m'envoyer la liste avec les groupes. C'est-à-dire que la liste, il faut qu'ils m'envoient des emails départagés en trois groupes. Voilà. Donc, Est-ce je qu'on vais va pas faire est-ce qu'on va faire tous les TD en groupe? tous les TD en groupe. Donc, je ne sais pas, moi, je voudrais bien faire en groupe comme ça. Par exemple, si je fais 1 heure et demie pour chaque groupe, chacun d'entre vous aura sa part de liberté de poser des questions, de répéter pour lui plusieurs fois. Je voudrais bien. Maintenant, si pour vous c'est une contrainte de faire par groupe, moi, je ne demande qu'à faire global parce que l'effort à fournir, c'est une seule fois pour le global. C'est à vous de vous concerter. C'est-à-dire D'accord. pour moi, j'aimerais bien faire un TD pour toute la section au lieu de faire les mêmes TD 3 fois. C'est pour moi en termes d'effort. Mais pour votre intérêt, c'est à vous de voir. Si vous voulez que je fasse en groupe, je le ferai en groupe. Si vous voulez que je fasse pour tout le monde, je le ferai pour tout le monde. Et dans ce cas-là, Ah, s'il y a des séances en plus, on pourra les exploiter pour avancer dans d'autres aspects, TP ou bien d'autres trucs. d'accord. Et pour l'après-midi aujourd'hui, vous êtes libre, on a. Si on veut fixer les horaires, par exemple le cours à 13 heures pour la semaine prochaine et le TD juste après. Euh, Écoutez, vous me dites, moi je suis en train de suivre ce qui m'a été donné comme emploi du temps. Oui, oui. Maintenant, s'il y a cet emploi du temps ne vous convient pas et que vous avez des créneaux libres et vous me dites on peut faire dans une heure particulière, il faut me le dire. Hein. Oui, oui, bien sûr. On va À communiquer par 1 heure, email à ou... 2 heures, quitte à faire à 5 heures, 6 heures, il n'y a pas de souci. Donc quand je suis en ligne, je peux vous prendre en charge à n'importe quel moment. D'accord. Puisque pour le moment, on essaie de modifier un peu l'emploi des temps. Donc, on aimerait bien l'après-midi pour Oui, les donc semaines vous qui... n'avez qu'à me communiquer. Moi, j'ai pas D'accord. de. Moi, je suis à votre écoute. Moi, je suis là pour vous enseigner. Oui, oui, oui. Merci, madame. Et ce que j'ai comme enseignement, je voudrais bien vous le donner en entier. Oui, oui. Simplement, je vous demande simplement d'être correct et d'être honnête avec moi. Parce que je ne cherche que votre intérêt. Je ne cherche qu'à vous donner le maximum de ce que j'ai. Oui, oui. Maintenant, si vous avez des créneaux qui vous arrangent mieux, vous voulez en groupe, vous voulez toute la section, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci, madame. Voilà, donc concertez-vous avec vos camarades et faites-moi parvenir la réponse. Je vous ai envoyé ce matin mon email là sur lequel vous devez me contacter. Si vous envoyez dans l'autre email, vos messages seront mélangés avec ceux de l'administration et je ne pourrai pas les lire. Donc il se peut que je rate certains emails. Donc vous m'envoyez vos emails sur la nouvelle boîte que j'ai créée. D'accord? D'accord, d'accord, Et oui. ils ont envoyé leur TP, parce que j'ai demandé le travail à faire les TP, etc. Je suis en train de les ramasser, mais c'est pas facile. Ils se sont mélangés avec d'autres emails, c'est pas facile de les distinguer. D'accord. Regardez ce qu'on va faire. On va faire le cours numéro 3. Très simple. Ensuite, on va arrêter. Et on reprend l'après-midi pour faire un TD. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Je pense, oui, la connexion, ça marche maintenant. On vous entend bien, ça Regardez, marche. soyons de bonne volonté. Maintenant, je ne vais pas écrire, puisque la connexion, vous arrivez à m'entendre. Je ne veux pas écrire. Oui, au début, on n'a Voilà, donc on entendu essaie rien du tout. d'avancer bien. On termine Oui, ce oui, cours, on termine ce cours, on arrête et on revient l'après-midi pour un TD. d'accord, ça Madame, marche maintenant. Oui, madame, oui. madame, la connexion, elle est bonne maintenant. On profite terminer. C'est Ok, mieux, puisque si on attend vers l'après-midi. Madame, on prend une pause de 10 minutes, 15 minutes, après on continue le TD. regarde, donc on entame le cours numéro 3, on fait une petite pause et on fait un petit TD. Oui, voilà. Oui, madame. Ok, d'accord. C'est mieux de Hein, donc, profiter tant que la connexion, ça marche. Parce qu'au début, on oui, a... c'est pour cette raison, écoutez, c'est pour cette raison que je vous ai dit, ne soyez pas impatients. Parce que ça marche pas, ensuite ça marche. Oui, oui, mais on a passé 30 minutes avec deux mots, Oui, trois oui, mots. mais bon, c'est Oui, pas beaucoup. Et... madame, on veut suivre. Madame Jena, on est devant les PC d'Yaouna, on veut étudier.
C'est-à-dire, ne soyez pas impatient, parce que, regardez, si vous êtes impatient, parce que là, c'est normal, la connexion ne marche pas, on n'a pas les bonnes conditions, on n'a pas les bonnes conditions pour avoir des outils convenables. Vous voyez pas bien dans quelles conditions on est en train de travailler. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Je vais essayer de faire venir... D'accord, on commence Oui, le cours d'accord. 3. Ok. Donc, je cherche simplement le cours. Oui, oui. Donc, dans le nouveau cours, bon, parce que là, j'ai en PowerPoint, mais comme je l'ai fait monter en OpenOffice, ça marche, ça montre pas correctement donc, je l'ai transformé en PDF plutôt, et je vous montre en PDF. Essentiel, je vais vous expliquer pas à pas. Est-ce que vous arrivez à voir le cours 3? Est-ce que vous arrivez à voir cours 3, cycle de vie? Est-ce que vous arrivez à voir ça? Pour le moment, c'est chargé. On voit Ah, pas. comment? En D'accord. train de Donc, charger, je vais... on voit pas. Vous voyez pas, attendez, donc je vais stop sharing ensuite. Faire share de PDF. Share PDF. Acrobat, voilà. Historiquement, maintenant, vous arrivez à voir. Oui, on voit maintenant. Regardez, ce cours numéro 3. Donc, souvenez-vous, le cours numéro 1, on a introduit cette notion de génie logiciel. Et puis, le cours numéro 2, on avait dit, il ne faut pas créer un logiciel juste pour le créer. Encore faut-il qu'il réponde à un certain nombre de qualités. Point de vue utilisateur, point de vue... Maintenant, on va définir les phases de développement d'un logiciel. Donc, les phases de développement d'un logiciel, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie. D'accord? Parce que, je sais, pourquoi ce mot? Pourquoi il y a le mot vie? Parce qu'en fait, un logiciel, il a une date de naissance, il a une période dans laquelle il vit, toute la période de son exploitation, c'est sa vie, et à un certain moment, il peut mourir, ce logiciel. Il peut mourir lorsqu'il n'est plus utilisé. Et un logiciel meurt lorsqu'il devient obsolète, c'est-à-dire il n'est plus d'actualité ou bien ses fonctionnalités ne répondent plus aux besoins ou bien que la technologie elle est tellement évoluée qu'il vaudrait mieux ne plus utiliser ce logiciel, il y a de meilleurs logiciels sur le marché, etc. Donc plusieurs raisons font qu'un logiciel subit cycle qu'on appelle cycle de vie. Le cycle de vie du logiciel, c'est comme le cycle de vie d'un être humain. Un être humain, il a une date de naissance, il a une durée de vie, à un certain moment, l'être humain meurt. La même chose que le logiciel. Donc, le logiciel, il suit le même mécanisme. Maintenant, les étapes dans ce cycle de vie, à partir de la naissance, l'exploitation, etc., et puis la fin. C'est ce qu'on va développer à travers ce cours. Voilà. Donc, on va définir ce que c'est un cycle de vie. On va définir ce que c'est un processus. Et parmi les processus sur lesquels on va s'intéresser, on s'intéresse au processus de développement. Parce que pour nous, comment on va définir, comment on va développer le processus de développement d'un logiciel? Eh bien, dans ce processus de développement de logiciel, il est composé de plusieurs étapes. Donc, il y a si vous voulez, des activités qu'on va... Donc, chaque phase du développement, c'est une activité à réaliser. On définit qu'est-ce que c'est l'activité d'un processus de développement. Et il y a des activités connues, très connues. Il y a des phases très connues dans le développement d'un logiciel. La première phase, ou bien la première activité, c'est la faisabilité. Ensuite, on va définir la phase de spécification.
Ensuite vient la conception, l'activité ou bien la phase de conception. On définit qu'est-ce que c'est le terme conception en termes d'activité. Ensuite, nous avons certains aspects liés à la conception. Donc, nous avons la conception architecturale. Je vous ai déjà parlé de ça de façon très vague. Vous avez l'architecture, la conception détaillée. Ça veut dire on va détailler cette architecture. Ensuite, on va se poser la question, est-ce que notre conception, elle répond à certains critères de qualité? C'est-à-dire, quelle est la qualité d'une conception? Peut-on juger une conception, elle est de qualité ou pas? Donc, nous avons terminé la faisabilité, spécification, conception. Maintenant, vient l'étape de code, du codage, ce qu'on appelle l'implantation ou bien l'implémentation, c'est-à-dire la programmation du logiciel. On a une conception, on a les besoins, les spécifications des besoins, on va programmer. Une fois qu'on a programmé, on essaye de faire exploiter ce logiciel en l'intégrant, en faisant une intégration. Et au fur et à mesure qu'on intègre le logiciel, on est en train de l'exploiter, on va valider les différentes fonctionnalités. Est-ce qu'elles répondent, elles ne répondent pas? Une fois que c'est OK, la suite logicielle, tout au long de son exploitation, vient l'étape de la maintenance. Et on a vu, la maintenance, c'est une étape qui est d'ailleurs, elle existe dès le départ. Mais la maintenance définitive vient après, si vous voulez, l'exploitation définitive du logiciel, parce que celle-là, elle continue tout au long de l'exploitation du logiciel, tout au long de la vie du logiciel. Voilà. On définit ce mot. Le cycle de vie, c'est quoi? Le cycle de vie, c'est quoi? C'est le développement du logiciel. À partir du moment où on va commencer à le développer. Et en même temps, c'est l'évolution du logiciel. Tout ça, à partir du moment où il va naître, et en même temps, par la suite, lorsqu'il va commencer à être exploité et évoluer. Donc, ces deux phases, ces deux aspects, ils vont être réalisés sous forme d'un processus. Donc, on a un processus de développement, un processus d'évolution du logiciel. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie. Maintenant, c'est quoi le processus? Le processus, c'est un ensemble de tâches à réaliser ou bien d'activités. Mais ces tâches, elles ne sont pas faites n'importe comment. Elles sont, si vous voulez, elles sont organisées, elles sont ordonnées, bien totalement ou bien parties. Il y a un peu de la régularisation entre ces parties. Donc, s'il y a une qui est à l'intérieur de l'autre, il faut faire cette organisation. Il y a de la coordination. Toutes ces activités, elles vont collaborer d'une certaine façon. Donc, il y a de la coordination parce que c'est pour réaliser le processus. Donc, tout ça, dans quel but? Pour créer un produit. Ça, c'est le processus pour créer n'importe quel produit. Et pour créer un logiciel, donc ici, ça va suivre le même mécanisme. Le processus pour créer le logiciel, donc ça va suivre, c'est un ensemble d'activités ou bien de phases qui vont être coordonnées, régulées, ordonnées en partie, dans le but de créer le produit logiciel. Donc ici, on a défini le processus en général. Maintenant, définissons le processus de développement d'un logiciel. Nous avons le processus de développement d'un logiciel. C'est toujours un ensemble d'activités ou bien de tâches, ou bien de phases. On va donner un ordre d'enchaînement de ces activités, donc première activité, deuxième activité, troisième, etc. On va définir un peu, si vous voulez, l'algorithme de cet enchaînement, comment ils sont enchaînés, et ça va définir les différentes étapes de développement de notre logiciel, les différentes phases. Donc, à chaque activité, par exemple, je vais définir, ici nous avons dit un ensemble d'activités. Maintenant, je vais prendre activité par activité. Comment je vais essayer de développer cette activité d'un processus? Donc, à chaque activité, je dois donner les paramètres en entrée et je dois donner les paramètres en sortie. Ça veut dire quelles sont les données en entrée, quelles sont les sorties de cette activité. Et ici, je décris qu'est-ce que je dois faire comme traitement de cette activité. Donc, je vais décrire les traitements de l'activité.
qu'elle doit faire, quel est le problème qu'on va traiter. Est-ce qu'il y a des normes que je dois appliquer? Par exemple, parmi les normes, si il s'agit d'une activité de codage, parmi une norme de cette activité, c'est organiser le code ou bien le programme sous forme de module. Ça, c'est une norme. J'organise le programme sous forme de module pour pouvoir le maintenir de façon très aisée dans le futur. Et je dois aussi définir qui va faire cette activité. Donc, dès le départ, je sais qui va faire une activité, qu'est-ce qu'il a besoin comme données en entrée, qu'est-ce qu'on aura en sortie et quel est le traitement ou bien qu'est-ce qu'on doit faire dans cette activité comme traitement. Donc, finalement, si je dois schématiser ça, donc j'aurai des entrées et j'aurai à la fin des sorties. Et au milieu, je dois donner le nom de l'activité, qu'elle doit faire et comment on va la faire, cette activité. Donc, s'il s'agit d'une première phase de développement d'un logiciel, première activité, spécification ou bien faisabilité, donc je dois faire, qu'est-ce que je dois avoir pour, en entrée pour faire de la faisabilité? Le traitement ici, ça sera la faisabilité et la sortie, c'est une décision. Est-ce que je fais ou je ne fais pas? Donc, exemple, on va le voir. Par exemple, des activités ou bien les phases pour développer un logiciel, c'est quoi? C'est l'étude de faisabilité, ou bien on l'appelle l'étude préalable de faisabilité. C'est-à-dire ici, on doit se poser la question, est-ce que le logiciel qu'on voudrait développer, est-ce qu'il est faisable ou pas? Il faut qu'on réponde à cette première question. Ensuite, s'il est faisable, on doit définir les besoins. On va spécifier les besoins. C'est ce qu'on appelle l'activité ou bien la phase de spécification. Ensuite, une fois qu'on a spécifié les besoins, on a établi un cahier de charge par exemple, on va concevoir, on va faire la conception de notre logiciel. Conception architecturale, détaillée, tout ce que vous voulez. Une fois qu'on a conçu, on commence à programmer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'activité de codage. Bien l'implémentation, bien l'implantation. Une fois qu'on a codé, ça marche, on a testé, etc., on va essayer de faire une phase d'intégration. C'est-à-dire que s'il y a des parties déjà développées, on va essayer d'intégrer ce qu'on vient juste de développer avec l'ancienne. Donc, on va faire le tout. C'est comme si on a développé des petites parties du puzzle. Par la suite, il faut les arranger tous et les assembler tous pour que ça forme un grand logiciel global, cohérent, qui fonctionne de bout en bout. Qu'on appelle l'activité ou bien la phase d'intégration. Et une fois qu'on a intégré tout le puzzle il est mis en place, il faut valider, ça veut dire il faut tester chaque partie de ce puzzle. Une fois que c'est OK, la suite c'est la maintenance. Maintenance corrective, perfective, tout ce que vous voulez. Donc, ces phases-là, ou bien ces activités, ce sont les phases à travers lesquelles il faut passer de 1 jusqu'à 7 pour aboutir au logiciel. C'est ce qu'on appelle les phases du cycle de vie de développement d'un logiciel. Ces phases constituent des activités. Donc, commençons par la première activité qui est l'étude de faisabilité. C'est-à-dire, on doit répondre à la question pourquoi on va faire le logiciel. Donc, développer. Il y a un logiciel, pourquoi je vais le développer? Peut-être, je réponds à cette question. Non, il ne faut pas que je développe parce que ce que je vais développer, il existe sur le marché. Donc, c'est ce qu'on va... Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe sur le marché? Par exemple, je dois développer un logiciel de traitement de texte. D'abord, est-ce que c'est faisable? Je réponds à la question, oui, c'est faisable, je peux le faire. Maintenant, quel est pourquoi je dois développer ce traitement de texte? Parce que j'en ai besoin pour faire, par exemple, saisir les documents, etc. Maintenant, comment faire pour le développer? Eh bien, comment faire pour le développer? J'ai le langage de programmation Java,
et puis j'ai la personne qu'il faut qui maîtrise ce langage, j'ai le matériel, donc je peux le développer. Donc le comment, je sais le faire. Et par la suite, quand j'arrive à la question, y a-t-il un marché pour le logiciel? Donc, si je développe ce traitement de texte en tant que développeur, est-ce que je peux trouver des personnes qui vont acheter de chez moi ce traitement de texte? Est-ce que par la suite, je peux le commercialiser? Parce que je ne développe pas juste pour développer. Je développe en vue de vendre. Si mon logiciel que je vais développer, je n'ai pas un marché pour lui, donc autant ne pas le développer. Ensuite, je me dis, est-ce qu'il y a de meilleures alternatives, de meilleurs choix? Par exemple, au lieu de développer le logiciel, peut-être il faut que je télécharge juste un traitement de texte open source et je rajoute quelques fonctionnalités. Ce n'est pas la peine d'aller développer de bout en bout. Donc, c'est ce qu'on appelle, y a-t-il de meilleures alternatives, de meilleures possibilités, si vous voulez. Et aussi, je dois me poser la question, si je décide de développer, quels sont les moyens que je dois mettre en place? Les moyens, cela veut dire, quel est l'argent que je dois mettre en place? Est-ce que je dois recruter du personnel pour développement? Est-ce que je dois acheter du matériel? Donc, toutes ces questions. Et la faisabilité. Est-ce que le logiciel à développer est faisable ou pas? S'il est faisable, donc je vais développer. S'il n'est pas faisable, j'arrête la phase de développement à cette étape. D'accord? Donc, le résultat de cette étape, c'est une prise de décision. Donc, nous avons dit au départ, pour chaque phase et chaque activité de développement de logiciel, nous avons en entrée, nous avons des entrées, nous avons des sorties. Et au milieu, j'ai l'activité. Je dois définir l'activité. En sortie, c'est la prise de décision. La prise de décision, elle sera binaire. Oui, je développe. Non, je ne développe pas. Voilà donc la décision. Donc, comment faire? Donc, l'étude préalable. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit estimer, par exemple, étudier est-ce que le projet est faisable, quelles sont les contraintes, quel est le coût, le temps et la qualité, les différentes alternatives possibles, etc. C'est-à-dire, c'est tout ce mécanisme, tout ça, tout ce mécanisme qu'on est en train de parler ici. Ah, c'est l'activité, c'est comment la faire, c'est se poser ces questions et aboutir à des décisions et une décision finale qui nous dit oui, il faut développer, non, il ne faut pas développer. Donc, voici avec la faisabilité, nous avons terminé la première phase du développement d'un logiciel, c'est l'étude de faisabilité. Donc, j'enclenche avec cette phase-là, lorsque je vais vous donner le projet, la première phase de votre, si vous voulez, dans la rédaction de votre mémoire, du rapport, du projet, il faut faire la première phase qui est la faisabilité, étude de faisabilité. Donc, il faut me dire, est-ce que le projet que je vous donne est faisable ou pas? Donc, si vous me donnez le projet, il est faisable, il faut me dire les raisons. Nous avons étudié les différentes alternatives. C'est un logiciel faisable, pourquoi? Comment vous allez le faire? Est-ce que c'est possible de trouver un marché pour votre logiciel? Donc, vous êtes dans un cadre étudiantin, donc il faut répondre dans ce cadre-là. Est-ce que vous avez d'autres solutions? Quels sont les moyens que vous allez mettre? Donc, tout ça, c'est la première partie de votre mémoire qui est l'étude de faisabilité. Donc, essayons de développer cette sortie de faisabilité qui est la prise de décision. La prise de décision. Donc, on se dit, non, donc, ou bien on aboutit à un non, disons on abandonne le logiciel, donc c'est pas faisable, donc on ne peut pas le développer, donc on arrête à ce niveau. Il se peut que notre décision soit le contraire. Oui, on développe le logiciel. À partir du moment où on a pris la décision de développer le logiciel, il faut chercher maintenant quels sont les moyens qu'on va mettre en place pour le développer. Donc, quelles sont les méthodes, quels sont les outils, les techniques, les langages qu'on doit mettre en place pour pouvoir développer le logiciel. Mais développer le logiciel, c'est-à-dire produire le logiciel, pas n'importe quel logiciel. Donc, il faut que ce logiciel répond aux critères de qualité qu'on a déjà vu tout à l'heure, tout en maîtrisant les coûts et les délais. Donc, il faut que je ne dépense pas beaucoup d'argent à le faire, ce logiciel. Sinon, si je dépense beaucoup d'argent au moment de le vendre, je ne peux pas rentabiliser ce logiciel.
Et il ne faut pas que je passe une éternité à le faire. Donc, il faut que je fixe un délai de livraison de ce logiciel. Donc, ceci termine la première phase. Et par la suite, la spécification des besoins. Donc, en entrée, j'ai la décision que je peux faire ce logiciel. Et le client qui exige ce logiciel, il a une certaine idée sur les besoins, ce qu'on appelle les exigences. Les exigences et les besoins futurs du logiciel ou bien du système. Donc, on va établir tous ces besoins-là dans un cahier de charge, si vous voulez. On va spécifier ce que doit faire le logiciel. Donc, on l'écrit noir sur blanc. On doit spécifier peut-être comment assurer qu'il le fasse, quels sont les moyens pour garantir de ce qu'on va faire dans le logiciel comme besoin. On pourra le faire, on doit garantir comment le faire. Et il faut s'assurer aussi qu'au moment où je vais développer, je développe les logiciels qui répondent à ces besoins et pas autres, ni plus ni moins. Donc tout ça, c'est des points d'entrée de la phase spécification des besoins. Maintenant, je ne réponds pas à la question pourquoi je vais développer. Non, maintenant je sais que je vais développer et je dois me poser la question qu'est-ce que je dois développer. Je pose la question quoi. Donc l'activité, cette tâche de spécification, c'est quoi? C'est qu'on va décrire ce que doit faire le logiciel, tous les besoins qu'il doit comporter, si vous voulez. Donc, on décrit ce qu'il doit faire sans donner des détails, comment il le fait. Donc, juste, il écrit ce qu'il doit faire. Le comment, on va le faire plus tard. Donc, on va décrire simplement ce que doit faire le logiciel. Donc, c'est comme si on va construire une boîte noire. On va dire, il va faire telle fonction, telle fonction, telle fonction. Maintenant, comment il doit le faire, ça, ce n'est pas exigé dans cette étape. Le comment, on le verra par la suite. Donc, la phase de cette étape de spécification, c'est l'établissement du cahier de charge. Cahier de charge du logiciel. C'est-à-dire spécifier noir sur blanc ce que doit faire le logiciel. Tous les besoins doivent être listés dans ce cahier de charge. Donc, établissement au départ du cahier de charge sous forme de langage naturel. Par exemple, il doit faire ça, il doit faire la mise à jour, création, etc. Ceci, cela. Par la suite, on peut améliorer ce cahier de charge en intégrant la phase de spécification en intégrant des diagrammes, par exemple des diagrammes UML. Les diagrammes UML nous permettent de mieux comprendre les besoins futurs logiciels. Le cahier de charge finalement, en sortie de cette phase de spécification, le cahier de charge du logiciel, il nous spécifie les besoins. Donc, je peux spécifier ces besoins sous différentes formes, ou bien sous la forme textuelle, en texte, ou bien avec des diagrammes de cas d'utilisation. Je peux expliciter ce texte sous forme de diagramme ou bien en utilisant d'autres diagrammes, par exemple des diagrammes de séquence. Ce qui est demandé pour vous lorsque je vous donne, si vous voulez, le projet, vous allez me donner le cahier de charge sous forme de texte que vous allez par la suite décrire sous forme de cas d'utilisation et de diagrammes de séquence. De toute façon, quand le temps arrive, je vais vous expliquer ce qu'il faut intégrer exactement dans le cahier de charge. Par exemple, sous forme textuelle, vous allez me dire, voilà, on doit programmer ça et ça, la mise à jour, supposons la gestion du personnel, mise à jour de la fiche de l'employé, ajout des enfants, régularisation de la situation employée, etc. Ça, c'est des besoins sous forme de texte. Par la suite, vous allez traduire ce texte-là sous forme d'un diagramme de cas d'utilisation. Tous les besoins
sous forme de ce diagramme. Et vous pouvez expliciter un diagramme de séquence pour expliquer, par exemple, une fonctionnalité en détail. Encore, ça y est, c'est mis en conseil, mais en fait, c'est une remarque très importante parce que si vous faites cette phase bien, c'est-à-dire l'établissement correct et la spécification des exigences ou bien des besoins de façon correcte, vous allez garantir la réussite de votre projet. Parce que la programmation, ce n'est rien du tout par rapport à cette phase. La phase la plus importante, c'est la spécification des besoins ou bien des exigences. La définition de ces exigences, la définition correcte de ces exigences ou besoins conduit inévitablement à la réussite du projet. Donc, nous avons dit la plus grande difficulté, c'est l'établissement justement de ce cahier de charge. Pourquoi? Parce que nous avons un problème. Nous avons remarqué dans le premier cours que le problème majeur dans cette phase de spécification ou bien de définition des besoins, c'est que les besoins des clients, ils sont toujours imprécis, incomplets et ils changent à chaque fois. Ce qui fait que si on établit un cahier de charge, il n'est jamais définitif. Donc, il y a des directives au niveau du génie logiciel, la communauté du génie. Nous avons deux solutions. Ou bien on va exiger du client qu'il fixe, donc il va figer, il va fixer définitivement ses besoins. On ne lui permettra pas de changer ses besoins tout au long du développement du projet. Et on lui dit, écoute, ces besoins sont fixes, tu dois me les donner au début du projet de développement. Chose qui peut être praticable dans la réalité, parce que si vous obligez quelqu'un à fixer ses besoins au départ, c'est un petit peu contre nature, parce que la personne elle change à chaque fois d'avis. Eh bien, il y a une deuxième façon de faire, c'est que les gens ils se disent, de toute façon, les clients sont toujours imprécis, leurs besoins est toujours imprécis, changeant. Qu'on va faire, on ne va pas rester éternellement à l'attendre, ce client, jusqu'à ce qu'il se décide de façon définitive, c'est ses besoins. On va lui dire, on va commencer à développer le logiciel et on va supporter, on va tolérer un petit peu ce qui est imprécis et les changements des besoins du client. Et au fur et à mesure qu'il rajoute des précisions sur un besoin particulier, on va mettre à jour le logiciel. S'il change un besoin et il rajoute un nouveau, on va le prendre en charge. Donc ça veut dire qu'on aura à faire beaucoup de va-et-vient dans ce logiciel. Donc beaucoup d'actions de maintenance seront opérées au logiciel. Ça demande beaucoup d'efforts de maintenance, mais chose qui est importante, c'est que vous n'allez pas être retardé par un cahier de charge qui peut durer longtemps avant d'être poussé. S'il vous plaît, est-ce que jusqu'à maintenant vous avez compris? Oui, madame, oui, oui. Voilà, donc nous avons la première phase, c'est la faisabilité. On se demande, est-ce qu'on va faire le logiciel? Est-ce qu'il est faisable? Comment on va le faire? Donc, le résultat de cette phase, on répond oui, non, on ne veut pas le faire le logiciel, c'est pas intéressant, parce que nous avons d'autres alternatives, ou bien il va coûter cher, ou bien on n'a pas les moyens, etc. Ou bien on répond à cette question, à cette phase, oui, on va faire le logiciel, et si on décide de le faire, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire comme moyen, comme technique, etc., pour pouvoir réaliser ce logiciel qui soit de qualité. On doit maîtriser aussi le délai et l'argent. Donc, ces trois paramètres sont importants. Et la phase de spécification, c'est la définition des besoins du client. Donc, la définition des besoins, on va les mettre dans un cahier de charge. Donc, ce cahier de charge, il peut se trouver sur plusieurs formats. Donc, la définition des besoins, donc on va l'écrire sous forme de texte. Une fois ce texte fait, on va établir ce qu'on appelle la spécification des besoins. C'est-à-dire, on va essayer de tracer des diagrammes. Le diagramme le plus important dans cette étape-là, c'est le diagramme de cas d'utilisation. On peut rajouter des diagrammes de séquence pour expliquer, par exemple, une fonctionnalité particulière de la liste des besoins. Maintenant, après la phase de spécification des besoins,
si vous voulez, qui aboutit au cahier de charge, on passe à la phase de conception. Donc, on va faire la conception de notre logiciel. C'est-à-dire, à ce niveau-là, on va répondre à la question comment on va faire le logiciel. C'est-à-dire, on va se poser la question. Donc, ça veut dire pour pouvoir faire la conception, il nous faut le cahier de charge. Donc, le cahier, là où on trouve les spécifications. Donc, en entrée, par exemple, si je prends une spécification particulière du cahier de charge, donc je vais concevoir cette spécification comment? Donc, je vais me dire, je vais organiser le logiciel de telle sorte à ce qu'il va faire les traitements que je veux intégrer. Et pour cela, je dois faire en sorte de faire des tests pour m'assurer ce qu'il va faire réellement ce que je lui demande de faire. Et je dois utiliser telle et telle technique pour réaliser tout ça. Donc, si vous voulez, je mets les moyens en place pour décrire comment je vais réaliser ou bien comment je vais faire cette spécification. Ça, c'est la conception. Donc, la conception, cela veut dire quoi? Je vais organiser le logiciel afin qu'il puisse satisfaire les exigences ou bien les besoins de la spécification. Ça veut dire que je vais dessiner mon logiciel. C'est comme si je vais le dessiner sous forme d'un composant, bien sous forme de module, etc. pour réaliser une spécification particulière. Donc, et l'ensemble des spécifications, bien sûr, ça sera la conception globale de tout logiciel. Donc, la sortie de cette phase, de cette conception, donc je vais décrire toutes les décisions de conception et de procédure de test. Donc, je vais me dire, voilà, je vais faire tel module, tel module, tel module. Ensuite, pour tester ce module, je vais faire cette procédure, cette procédure, cette procédure. Donc, je vais aboutir à ces choix-là. C'est ce qu'on appelle les choix de conception. C'est la sortie de cette phase. Et dans cette phase-là, il y a deux parties. Donc, il y a la conception architecturale. Donc, ici, dans cette phase, je donne juste l'architecture globale de mon logiciel. Alors, je définis les différents composants, les différents sous-systèmes, les différentes parties, les liens qui peuvent relier les différents composants ou bien les différentes parties, les interfaces. Tout ça, c'est la conception architecturale. C'est comme si je dessine schématiquement mon logiciel en bloc ou bien en module ou bien en composant ou bien en sous-système ou bien en partie, tout ce que vous voulez. Mais ces parties ou bien ces sous-systèmes sont interconnectés parce qu'ils sont dans le cadre d'un seul logiciel en train de coopérer entre eux pour réaliser le traitement global du logiciel. Donc, la sortie de cette phase, c'est le schéma de l'architecture du logiciel. Maintenant, par la suite, vient de conception architecturale. Donc, supposons nous avons un logiciel. Donc, j'ai fait cette conception architecturale. Donc, ce logiciel, il est composé de plusieurs modules. Module 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit bien, par exemple, que le module 1, il communique avec le module 2, avec le module 3. Par exemple, le module 2, il peut communiquer avec le module 3. Le module 2 communique aussi avec le module 4, lequel communique avec le module 3. Le module 5 communique avec le module 6 et le module 3. Le module 6 communique avec le module 1. Donc ici, j'ai fait les liens entre les différents modules. Donc il y a une interconnexion entre les différents modules parce que chaque module peut appeler l'autre en vue de réaliser un traitement partiel, voilà, particulier. Donc le fait d'organiser mon logiciel sous forme de modules, cela veut dire que j'ai fait une conception architecturale. J'ai donné une architecture modulaire de mon logiciel. Je peux ne pas faire une architecture modulaire, je peux faire, au lieu que ce soit des modules, ce sera des composants. Donc il y a un composant, c'est beaucoup de modules à l'intérieur. Ils vont réaliser un traitement de même nature, si vous voulez. Bien sous forme d'un sous-système, par exemple. Sous-système gestion du personnel, sous-système, je ne sais pas, base de données, sous-système, etc. Donc, selon la nature de sous-système, je peux organiser mon logiciel. Par la suite, cette conception architecturale, il faut la détailler. Donc, il faut décrire chaque composant de cette architecture, ce qu'elle va faire en détail. C'est ce qu'on appelle la conception détaillée. Pour détailler toutes les fonctions de chaque module. Par exemple, ce module 1, il fait ça, il fait ça, il fait ça, etc. Il a besoin d'en entrer ça, comme sortie, il aura ce résultat, etc. Donc, je peux définir le module ou bien le composant de cette manière.
Donc, pour tester ce module ou bien ce composant, je dois lui donner telle donnée, telle donnée, telle donnée, en vue de tester toutes les possibilités de ce module. Et ici, je dois décrire les algorithmes, les structures de données. Ça veut dire chaque module, je dois définir tous les programmes sous forme algorithmique et je définis toutes les structures de données que je vais utiliser, des tableaux, des bases de données, le schéma relationnel de la base de données, par exemple. Ça, c'est une structure de données que je dois intégrer dans la conception détaillée. La conception détaillée, c'est comme si je prends la conception architecturale et je commence à la décrire en détail, en intégrant les algorithmes, les structures de données, etc. La sortie de cette phase de conception détaillée, j'aurai un dossier complet de la conception détaillée et des tests que je vais appliquer sur cette conception. C'est ce qu'on appelle les tests unitaires. Les tests unitaires, vous les verrez lorsque vous serez en GL3, donc vous aurez à faire beaucoup de TP dans ce contexte-là. Donc ces tests unitaires, ça vous permet de tester votre code que vous avez mis en conception détaillée. Une fois que vous commencez à programmer, vous pouvez tester toutes les parties de cette conception avec ces tests unitaires, qu'on appelle la JUnit, la Java Unit, qui va vous permettre d'intégrer ces différents tests unitaires. Sinon, on a vu la conception architecturale, la conception détaillée. Encore faut-il, il faut se poser la question, est-ce qu'une conception est de qualité ou pas? Donc, il faut se poser cette question. Donc, le but, c'est d'avoir une conception de qualité. Et une conception de qualité, cela veut dire quoi? Cela veut dire, à n'importe quel moment, si je veux revoir certaines parties de cette conception, il est possible que je la revoie sans problème. Donc, ça veut dire, mon logiciel futur, il sera maintenable. Donc, je dois garantir que ma conception, que mon logiciel soit maintenable. Ça veut dire, si le logiciel est maintenable, ça veut dire que ce que je vais concevoir et réaliser, ça sera au bout du compte un bon logiciel. Je ne vais pas refaire ce que j'ai fait au départ. Je ne revois pas la totalité parce que j'ai fait un logiciel maintenable. Donc, supposons ici, je reviens ici, voyez bien que cette conception architecturale, elle est organisée sous forme de modules. Elle est organisée sous forme de modules. Cette façon d'organiser la conception architecturale, elle est très bien. Pourquoi? Parce que supposons que j'ai à revoir un petit problème dans ce logiciel. Je cible simplement le module qui est concerné par ce problème. Supposons mon problème, j'ai dans le module 3. Donc le module 1, 2, 4, 5, 6, je ne vais pas les revoir, je ne vais pas les toucher. Je vais simplement revoir le module 3. Donc, en termes de maintenance, ça sera facile. Je cible juste la partie à maintenir parce que j'ai organisé ma conception architecturale sous forme de modules. Donc, ma conception, elle est de qualité. Elle répond aux exigences de qualité. C'est ce qui m'a permis de mettre en place la maintenance du logiciel de façon très aisée. Dans ce cas-là, pour que cette maintenance devienne facile et aisée, il faut que je fasse quoi? Il faut que je maximise la cohérence à l'intérieur des modules, bien des composants, et je minimise le couplage entre ces différents modules ou bien ces différents composants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à l'intérieur d'un module, il faut que le traitement qui se fait à l'intérieur, il faut qu'il soit cohérent, qu'il répond au même, si vous voulez, à la même sémantique, au même traitement, et entre modules, il faut pas qu'il y ait beaucoup de liens. Par exemple, ici, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de liens entre les différents modules. Sinon, par exemple, si je veux faire la mise à jour du module 1, je suis obligé de faire la mise à jour du module 2. Si je fais la mise à jour du module 2, je suis obligé de passer au module 3, etc. Donc, vous voyez bien que pour faire la mise à jour du module 1, j'ai touché à 3 modules. Ça, c'est mauvais, parce qu'il y a un couplage très fort. Donc, il faut minimiser ce genre de couplage pour que la maintenance se fasse de façon très aisée. Donc, il faut minimiser le couplage et maximiser la cohérence. Donc, en termes de qualité d'un logiciel, il faut retenir absolument cette recommandation majeure. Donc, pour que le couplage soit faible et la cohérence, il faut qu'elle soit forte. Donc,
pour que le couplage soit faible et la cohérence soit forte, il faut répondre à un certain nombre d'exigences. Par exemple, pour le logiciel, pour qu'il puisse être facilement maintenable, donc je peux l'étendre, extensible. Et il doit, le logiciel, s'il y a des parties qui sont modulaires, je peux les réutiliser. Il faut, je découpe ce logiciel sous forme de modules ou bien sous forme de composants qui sont faiblement couplés, donc couplage faible, mais il y a une forte cohésion. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Exemple de couplage. Exemple de couplage fort et un exemple de couplage faible. Par exemple. Madame, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Vous Oui. voulez dire quoi par couplage entre modules? Couplage entre modules, c'est les différentes flèches qui relient les différents modules. Par exemple, ce module, il est couplé avec le module 2, module 3. Vous voyez, le module 2. Il est couplé avec le module 3 et le module 4. C'est les Oui, différentes mais d'un point de liaisons vue entre de modules. programmation, C'est ça le madame. couplage. D'un point de vue de programmation, je crois, quand vous avez, je crois, des D'un point de parties vue de code. programmation, ça veut dire, lorsque je suis en train de faire le programme d'un module 1, quelque part, il y a un appel vers une fonction du module 2. Quand je suis en train de dérouler le module 2, quelque part, il y a une instruction qui appelle le module 3. Tu as compris? D'accord, merci, madame, oui, merci. Madame, Voilà. Donc, est-ce qu'on peut préfère d'avoir un couplage fort ou couplage faible un pour couplage la maintenabilité? faible est plus intéressant. Il faut qu'il y ait un simple couplage. D'accord, c'est plus maintenable. On peut. C'est plus maintenable. Parce que regarde, d'ailleurs, ils vous disent, par exemple, essayez de modifier le module 1 et 3. Par exemple, je veux faire de la maintenance au niveau du module 1 ou bien le module 3. Prenons le module 1. Donc, si je veux faire la maintenance du module 1, je suis obligé d'aller faire de la maintenance dans le module 2. Ensuite, je serai obligé d'aller faire de la maintenance dans le module 4. Ensuite, je suis obligé d'aller faire de la maintenance dans le module 5. Ensuite, je serai obligé d'aller faire la maintenance dans le module 6. Ensuite, je serai obligé d'aller faire la maintenance dans le module 3. Ensuite, je reviens au module 1. Ça, c'est pour une maintenance dans un module 1. D'accord, oui, oui, je comprends maintenant. Les Comprenez? les flèches Donc, le avec les nombre directions. de va-et-vient dans les différents modules, il y a beaucoup. Genre module 1, il est lié avec tout le monde. Si je touche le module 1, je suis obligé de toucher tout le monde. Ça, c'est un couplage fort. La maintenance, elle est difficile. D'accord, oui. Par contre, ici, regardez, il y a moins de flèches. Il y a moins de flèches qui relient un minimum de flèches. Donc, supposons que je veux modifier le module 1. Donc, si je veux modifier le module 1, je touche au module 2. Si je touche au module 2, je dois toucher au module 3 et c'est tout. J'arrête. Par exemple, je veux modifier le module 3. Si je veux modifier le module 3, c'est tout. Je modifie juste le module 3. Je ne touche pas aux autres. Voyez. Donc, ça veut dire ici, le faible couplage favorise la maintenabilité du logiciel. Parce que les différents modules ou bien les différents composants, ils ne sont pas trop liés entre eux. Donc, si vous touchez à un module, vous n'êtes pas obligé de toucher aux autres modules. Pas nécessairement. Meilleure maintenabilité, il faut que ça soit faiblement couplé. Par contre, une forte cohérence. La cohérence, c'est quoi? C'est la cohérence dans le traitement d'un module ou bien d'un composant. Un même composant ou bien un module doit contenir des méthodes cohérentes. Par exemple, imaginez un module qui traite un compte bancaire, une classe, le compte bancaire. Voilà, compte bancaire. Donc, nous avons une classe, compte bancaire, qui a un attribut de solde. Donc, je vais faire des traitements, ou bien des modules, sur le solde. Par exemple, parmi les traitements sur le solde, c'est débiter le solde ou bien créditer le solde. Ce sont des traitements cohérents parce qu'il s'agit d'un compte bancaire. Et les traitements qu'on fait sur un compte bancaire, ou bien c'est débité ou bien crédité. Et ça concerne la gestion d'un compte. Ce sont des traitements qui concernent la gestion d'un compte. Ça veut dire débiter et créditer, ce sont deux traitements cohérents.
par rapport à ce module ou bien à ce composant qui est le compte bancaire. Par contre, si je vois afficher un message ou bien tracer une forme, cercle, certaines formes, afficher un message, ça n'a rien à voir avec compte bancaire. Et tracer un cercle, une forme, cercle, ça n'a rien à voir avec un compte bancaire. Donc ça veut dire si je dois intégrer ces deux traitements dans ce même composant, je n'ai pas respecté la cohérence. Mon composant, il n'est pas cohérent. Parce qu'il y a des traitements, c'est vrai, qui concernent le composant ou bien le module, il y a d'autres traitements qui n'ont rien à voir avec. Donc il faut absolument éviter cette mauvaise cohérence. Il faut supprimer cette partie rouge. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame, oui, c'est clair. Oui, madame. Donc la cohérence, c'est à l'intérieur d'un même module. Il faut que les traitements concernent, par exemple, dans un traitement, par exemple, calcul de la moyenne d'une classe. Je trouve les notes, je trouve la moyenne, je peux calculer la moyenne générale, mais je ne vais pas calculer, je ne sais pas, le montant de la bourse de l'étudiant. Ça n'a rien à voir avec le traitement de la moyenne. Donc, il faut respecter la cohérence. Donc, parmi les qualités d'un logiciel, la cohérence, il faut qu'elle soit forte et la cohésion, pardon, la cohésion, il faut qu'elle soit forte et le couplage, il faut qu'il soit faible. Ce sont deux recommandations pour un logiciel pour qu'il soit réellement de qualité. Parce que regardez, même en termes couplage, s'il est faiblement couplé, il y a possibilité de réutilisation. Donc, je peux réutiliser des parties de logiciel sans avoir besoin à transporter avec moi d'autres parties. Il y a faiblement couplé. Par exemple, le module 3, je peux le réutiliser dans une autre application. Pourquoi? Parce que le module 3, il n'a pas besoin d'autres modules pour fonctionner. Il a besoin juste de lui-même. Donc, ce module 3, il peut être réutilisé dans d'autres modules. Dans d'autres applications, pardon. Ça y est, donc avec ça, nous avons terminé la phase de conception architecturale, détaillée, et ensuite on a spécifié, ou bien on a défini une conception des qualités, c'est quoi? C'est lorsque il y a un faible couplage entre ces éléments, ces modules, et une forte cohésion à l'intérieur de chacun des composants de cette conception. Maintenant, il vient l'étape ou bien la phase de codage, coder, ou bien implémenter, si vous voulez. La phase de programmation. En entrée de cette phase, qu'est-ce que j'ai? J'ai le cahier de charge, donc la spécification des besoins. Donc, j'ai le cahier de charge, toutes les fonctions que je dois programmer, avec le diagramme de cas d'utilisation. J'ai la conception et je commence à programmer, c'est-à-dire je commence à traduire tout ça sous forme de code en Java ou bien avec n'importe quel autre langage. Donc je dois, l'activité, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit réaliser le codage, on doit coder, on doit écrire le code et on doit utiliser les tests unitaires de ce code. C'est-à-dire on doit spécifier qu'est-ce qu'on doit tester, quelles sont les parties à tester de ce programme. En sortie, on aura le code source du logiciel et les tests unitaires qu'on doit faire sur ce logiciel, sur ce code, et la documentation concernant ce code. Parce qu'il faut bien documenter les programmes pour que ça soit facilement maintenable par la personne qui a initié la programmation ou bien par d'autres personnes qui vont venir après. Donc, pour qu'ils comprennent correctement comment le code fonctionne. Donc, la documentation est très importante. Donc, en l'occurrence, si on travaille avec Java, on peut créer cette documentation avec un package qu'on appelle le Javadoc. Javadoc nous permet de documenter correctement notre programme. Madame, madame, Oui, madame, s'il vous plaît, madame, est-ce qu'on peut commencer le TD? attendez. Regarde, il ne reste pas beaucoup. Donc, je termine le cours et on commence le TD. D'accord? Il ne reste pas beaucoup. Donc, après, on a donné le code du logiciel. Donc, on va intégrer maintenant le logiciel. Ça veut dire que j'ai codifié, mais il se peut qu'il y ait des codes déjà prêts que j'avais codifiés auparavant. Donc, il faut intégrer les différentes parties
pour faire en sorte de faire ressortir un logiciel complet. Ou bien, par exemple, supposons la codification, elle a été faite par plusieurs personnes. Chaque personne a programmé, par exemple, 3 ou 4 modules, l'autre personne 2 ou 3 ou 4 modules. Et puis, à la fin, on va ramasser tous les modules pour toutes les programmations des modules pour faire ressortir un logiciel complet. Donc, on a besoin de faire cette histoire d'intégration. Donc, d'intégrer les différentes parties dans un tout, dans un logiciel complet. Donc, c'est Madame, le fait, oui, pour l'intégration, c'est oui, compris pour intégrer dans l'environnement de client. Par exemple, si le client a un serveur, on intègre de différentes parties. oui, bien sûr, parce que il se peut, dans les choix de programmation, on n'a pas pris en considération une certaine technicité, logiciel ou matériel du client. Donc, au moment où on va intégrer le logiciel dans son environnement réel, il se peut que certains paramètres, on les change. Parce qu'on a fait développer une solution réseau, on a intégré dans notre code une certaine adresse IP. Mais Adresse arrivé locale, chez par le exemple. client, l'adresse IP, ce n'est pas celle qu'on a intégrée dans notre code, par exemple. Oui, oui. Donc, on intègre et on fait des changements pour Des changements selon le contexte. selon le On contexte. peut Oui. intégrer aussi, par exemple, si par exemple vous avez un logiciel, il a été développé par 3 à 4 personnes. Chaque personne a développé une partie de ce logiciel. À la fin, on va assembler les différentes parties. Donc, il y a un travail d'intégration. Parce que D'accord, oui. chaque personne, elle a fait des choix pour les variables, elle les a appelées différemment, les a initialisées différemment. Elle a fait un certain traitement de façon différente de l'autre personne. Donc, la Ça, partie intégration, c'est très important à faire par la suite. ça revient un peu au couplage des modules, par exemple. Voilà, donc c'est un petit peu trouver la relation qui peut relier les différentes parties. Voilà, c'est comment coupler les différentes parties. D'accord, merci. Voilà, voilà. Donc la sortie de cette phase, c'est le rapport de test d'intégration. Ça veut dire on a intégré, on a fait les différents tests que ça marche. Cette intégration, elle est correcte, elle est OK. D'accord? Madame, Voilà, donc on a madame, terminé la partie d'intégration et maintenant on passe à la partie validation. On va valider. Est-ce que le logiciel construit, il est madame, complet? On va, oui, oui. il y a des questions dans le chat, madame. Pouvez-vous Il y a des regarder questions dans le le chat? chat. Attends, je vais le revoir. Merci. Madame, c'est pas plus long qu'on passe par plusieurs modules pour accéder à une information. Dans le simple et le complet. Je n'ai pas compris à travers cette question. C'est pas long qu'on passe par plusieurs. Non, c'est pas question de long ou de rapide. C'est pas question de lenteur. Non. C'est question de faire d'interpeller plusieurs modules lorsque vous voulez faire la maintenance sur un seul module. Par exemple ici, si je dois faire la maintenance sur ce module, je suis obligé d'appeler d'autres modules pour faire aussi de la maintenance dessus. Module 2, module 3, 4, 5, 6, etc. Vous voyez, donc c'est le fait d'interpeller plusieurs modules pour faire une seule maintenance sur le premier module. Ce n'est pas question de lent ou pas lent. C'est une question de complexité de traitement, tout simplement. C'est la complexité de traitement de maintenance. Je vais revoir le chat. Et je vais commencer tout de suite le TD, mais on a étudié, il faut pour aujourd'hui, au moment de reposer et aller régler d'autres affaires. C'est bon, maman, on est fatigué, madame. Donc les gens, ils sont fatigués, c'est pas intéressant. Voilà. Donc, bon, on continue rapidement, rapidement. Écoutez, je ne vais pas vous retenir longtemps, je sais que c'est pénible. On peut faire TD, juste un exercice et on quitte. Voilà, donc nous avons implémenté, nous avons intégré, nous avons validé, ça veut dire on a déroulé le tout et c'est OK, ça marche. Maintenant, il vient la partie maintenance. La dernière partie, la dernière phase du logiciel, c'est la maintenance. Elle se fait à n'importe quelle étape. Donc, parmi les types de maintenance, nous avons le correctif lorsqu'il y a des bugs ou bien des erreurs de programmation, adaptatif, donc il faut ajuster le logiciel à l'environnement sur lequel il va être déployé, perfective, lorsque je veux étendre, ajouter ou bien améliorer des fonctionnalités, préventive, ça veut dire anticiper les erreurs futures. Au moment où je suis en train de concevoir et de programmer, donc je prévois certaines erreurs qui vont arriver dans le futur en faisant des petits tests rapides, et comme ça, je les corrige avant même qu'ils interviennent. Donc, en sortie, j'aurai le logiciel corrigé, mis à jour et documents corrigés. Voilà les différentes phases du développement d'un logiciel.
Donc ici, regardez, en termes de maintenance, ça, on va le voir dans un TD. D'accord? On va le voir dans un TD, donc ce n'est pas la peine de l'expliquer. Donc sur ce, on termine ce cours. Voilà, donc si vous voulez qu'on entame tout de suite le TD, ou bien que je vous laisse 5 minutes vous reposer, on revient. Donc je ne sais pas. Donc c'est à vous de me dire. Donc on a terminé le cours numéro 3, le cycle de vie. Cycle de vie, c'est la faisabilité, la spécification des besoins, conception architecturale, conception détaillée, codage ou bien implémentation, intégration, validation et enfin maintenance. Voilà, donc ce sont les différentes étapes par lesquelles on doit passer pour développer un logiciel de bout en bout, qui soit de qualité, Madame, maîtrisant les délais et les coûts. Oui. est-ce qu'on peut faire 2 TD la prochaine fois? C'est comme vous voulez. Vous voulez qu'on arrête et on fait 2 TD la prochaine fois, on peut le faire. Oui, Parce madame, que c'est c'est mieux. trop de... Aujourd'hui. Oui, Comment? Oui, c'est trop. c'est mieux, On madame. c'est mieux. termine ce cours-là, on termine ce Ça y est, cours-là. on a Après la terminé. prochaine fois, on fait 2 TD. Après la prochaine fois, on fait 2 TD. D'accord, ok. Écoutez, Madame, on madame, peut madame, ne pas madame, faire TD aujourd'hui. madame, c'est pas toute la section, d'accord, d'accord. C'est Je pas sais toute pas. la section qui est d'accord. Oui, Qu'est-ce qu'on madame. fait? Je sais pas. On peut faire un exercice. Regardez, on ne fait pas la totalité du TD, on fait un exercice du TD. Un exercice et on quitte. Madame, si c'est un exercice, on le laisse pour la prochaine fois, خلاص. Oui, parce que les gens, d'autres, ils ne veulent pas faire de TD. Madame, on n'a même pas fini le premier exercice. Oui, on ne l'a pas fini. D'ailleurs, c'est la raison pas pour laquelle commencer on un doit le nouveau. finir. Et puis là, vous l'avez entamé, parce que d'autres, ils ne l'ont même pas entamé, le groupe 3. Comment Le groupe A مازال ما بديناش même pas madame. l'exercice. Alors, Ah, qu'est-ce ouais. qu'on décide? On le fait ou on ne le fait pas? On le laisse pour la prochaine fois, Inch'Allah. On n'a pas On laisse 2 TD pour la fait. prochaine fois. Madame, c'est pour la prochaine fois. Inch'Allah. Donc, on va peut-être laisser pour la prochaine fois. Mais écoutez, demain, ça sera l'Aïd. Ça sera Aïd comme Moussabaqat. C'est un exercice, monsieur. بزاف، c'est La un prochaine fois, madame. Écoutez, Prochaine- regardez, écoutez-moi bien. Regardez. Demain, c'est l'Aïd. Est-ce que vous êtes d'accord? Exactement, madame. Madame, Comment? pas pour demain. Attendez, madame, pas Ah, pas pour... Ah, Oui, attendez, madame. laissez-moi Oui, terminer. Écoutez-moi oui, bien. madame, c'est vrai. Demain, c'est l'Aïd. Donc, demain, on ne fait rien. Oui, Vendredi, c'est madame, aussi l'Aïd. On ne fait rien. c'est journée de férié, oui. Journée fériée. Très bien. Donc, je vous invite samedi, si vous êtes d'accord, à faire TP et TD. Non, madame, non. Demain, On le fait maintenant, on le fait maintenant. Parce qu'on n'a pas fait de TP et de TD. مدام نقراو صامدي عندنا واش نقراو صامدي Oui, l'après-midi. Moi aussi, j'étudie Madame. samedi. De 8h jusqu'à madame 1h, ماشي je fais موديل anglais. واحد راهم كاع حابين madame, déjà, on a 2h30. Samedi, vous avez la Madame. matinée. J'ai vu votre emploi Madame. du temps. Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire le projet en trinôme? Le projet en trinôme? Oui, il se peut que j'accepte trinôme parce que vous êtes nombreux, oui. Ok, merci, madame. Voilà. Madame, pour le projet, c'est binôme ou trinôme. Vous pouvez Pour le le faire en thème, trinôme. Vous pouvez le faire en trinôme parce que vous êtes nombreux. oui, oui, pour le thème, ça sera. Pour le thème, donc vous m'avez donné des thématiques. Je vais écrire le contenu du projet et je vous envoie. D'accord, d'accord. Samedi, l'après-midi, Merci. est-ce que vous êtes d'accord? Regardez, samedi, Madame. ماشي l'après-midi, بزاف ما- Madame, il y a des gens qui une veulent séance de continuer TP. maintenant. Une séance de TP. Qu'est-ce que vous en Madame, pensez? madame, s'il vous plaît, madame, donc après 30 secondes, est-ce qu'on veut continuer ou arrêter? C'est-à-dire, regardez, TP, il faut qu'on fasse TP. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit maîtriser. مدام عندي كاستيون كاين بزاف ما يديروا Oui. madame.
مدام سيل فو بلاي وشنو هو لو تي بي اللي قلتينا نديرو في الدار نعاودو نرجعوه لك؟ Donc, je vous ai donné le TP1 et le TP2. Et j'ai même donné le TP3. مدام تي بي 1 كيما لو جروب كاين Le دي جروب TP1, اللي ça y est, داروا c'est bon. في لا Le فاك TP2 et 3. لا Le بروميير et la TP2 et 3. deuxième partie. Comment? Madame, le TP1 كاين اللي داروا في l'université, la première et la deuxième partie. Ou même C'est pas, TP2 c'est pas le درنا TP1, le avec vous la TP2 et dernière 3. fois, madame. Même le Regarde, moi, TP2 c'est درنا juste avec vous, pour madame. contrôler est-ce que vous avez bien compris. Donc, si tu m'envoies le TP1, je vais le D'accord, vérifier. Le TP2 et TP3, je vais le vérifier. d'accord, madame. Parce qu'il faut bien démarrer en programmation. Parce que si tu transportes avec toi des petites lacunes au départ, ce sera ces petites lacunes qui vont te suivre jusqu'à la fin. Donc au départ, il faut bien enlever les petites lacunes au départ. Pour que la suite, ça sera plus facile. Madame, donc l'essentiel, préparer un TP ou l'نديرو شي حاجة نبعثوها لك. C'est ça? Oui, il faut travailler mon garçon, il faut travailler. D'accord, madame. Travailler. Merci. Parce que en travaillant, tu vas mémoriser ce qu'on est en train de faire. Et si tu mémorises, lorsque arrive le test de TP, ça sera plus facile pour toi.